Donc SDK partie 2. On va faire un petit remake entre guillemets de un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans la partie 1, d'accord. Bien évidemment, on a Philippe Lucas avec nous. Hein. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est Philippe Lucas, parce que on a vu la RCP pour les personnes âgées. Voilà, on a dit arbitrairement qu'une personne âgée s'appelait Philippe et arbitrairement qu'une personne jeune s'appelait Lucas. Voilà, d'accord. D'où Philippe Lucas. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la SDK partie 1? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, tout simplement, on a vu les personnes qui tombaient inconscientes. D'accord. Donc les personnes inconscientes, c'est les personnes qu'on va mettre en PLS, les personnes inconscientes qui respirent. C'est les personnes qu'on va mettre en PLS, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a vu par rapport à ça? Les étapes très simples. Hein. Comme j'avais déjà dit, premièrement, voilà, Philippe Lucas est assis, c'est parfait. Premièrement, mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser l'endroit, d'accord. On va totalement sécuriser l'endroit, donc pour éviter notamment le suraccident, pour éviter qu'on se blesse nous-mêmes, qu'on blesse la personne, etc. Donc sécurisation. Deuxièmement, on va voir si la personne est alerte, si la personne répond, si elle dort ou quoi, d'accord. Donc on va appeler la personne, donc on appelle la personne vocalement, donc à l'oral. On va totalement l'appeler en fait, hein, tout simplement. Et en même temps, vous allez pouvoir faire de l'agitation, hein. Donc on va prendre les épaules, on pousse un peu, on voit si elle réagit, on voit s'il y a une réaction pour savoir si la personne est si elle se réveille ou pas. D'accord. Donc si la personne est inconsciente, si elle ne réagit pas, vous allez faire le VES, donc voir, entendre, sentir. On n'a pas oublié la petite claque évidemment, hein, la petite claque hein, pour l'agitation. Hop là, une petite claque ou deux évidemment. Une petite claquouille ou deux. Et après on fait VES. Donc VES, mesdames et messieurs, je vais vous remontrer vite fait. Donc pour une personne adulte, un adolescent, voilà, une personne je vais dire entre voilà, personne adulte. Je vais mettre comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surélever le menton. Ici, on surélève le menton et on met une main sur le front pour en même temps surélever comme ça. Donc on surélève, d'accord. Ça va ouvrir et ça va dégager les voies respiratoires. Vous vous mettez à côté de la tête, d'accord. Vous vous mettez à côté de la tête. Vous regardez vers le thorax, d'accord. Donc vous regardez vers le thorax, vous regardez s'il se soulève, donc le voir. Vous entendez s'il y a respiration et vous sentez la respiration sur votre joue, d'accord. S'il n'y a aucun de ça, la personne ne respire pas, alors vous rentrez dans ce qu'on appelle une réanimation cardio-pulmonaire, d'accord. Donc ça c'est après. Si la personne respire, c'est une PLS, une position latérale de sécurité. Donc on met la personne sur le côté. Est-ce que j'ai une petite image? Donc on met totalement une personne en PLS. Et surtout ce qu'on n'oublie pas en fait, c'est que quand la personne est mise sur le côté, donc c'est une personne qui respire, hein, on est d'accord. Et vu que la personne respire en fait, on va dégager les voies respiratoires. Donc une nouvelle fois, quand la personne est mise sur le côté, vous allez pousser une nouvelle fois la tête vers l'arrière, surélever le menton. Comme ça, ça dégage les voies respiratoires. Et encore une fois ici, elle respirera beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'est la position parfaite pour la PLS. Parce que, on rappelle, on évite de mettre sur le côté droit. Parce que sur le côté droit, notamment pour les femmes enceintes, vous avez la possibilité que le fœtus vienne écraser les gros vaisseaux veineux. D'accord. Donc les gros vaisseaux veineux, c'est veine cave inférieure, supérieure, surtout l'inférieure. Il y a vraiment un risque que ça vienne écraser les vaisseaux. D'accord. Donc on évite au maximum de mettre sur le côté droit. Donc voilà pour la PLS. Très simple, entre guillemets. Et comme j'ai dit, si la personne ne respire pas, alors là on rentre dans une réanimation cardio-pulmonaire. Donc réanimation cardio-pulmonaire, mesdames et messieurs, c'est un rappel, hein. Donc 30 compressions, 2 insufflations, d'accord. À hauteur de, vous prenez les deux tétons, vous allez au milieu. Au niveau du milieu, vous vous mettez soit en position comme ceci, et vous commencez la réanimation, soit en position comme cela, avec les doigts croisés, d'accord, comme ça. Moi je préfère cette position là. Alors pour les compressions, bien tendre les bras et bien être bien au-dessus de la personne, ok. Donc exemple, bien perpendiculaire, ok. Vous êtes perpendiculaire de ouf, d'accord. Perpendiculaire comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je pense qu'on voit bien.
ok, perpendiculaire de fou. Ça vous aidera notamment, vous allez avoir beaucoup moins de mal pour faire des compressions, vous allez mettre beaucoup moins de force parce que forcément le fait de faire des compressions ça demande de l'énergie, donc voilà. Ce que j'ai oublié, mesdames et messieurs, parce que j'ai vite switch au niveau de la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, c'est que évidemment il faut appeler les secours, d'accord. Pendant en fait, une fois que vous savez ce que la personne a, donc vous savez qu'elle respire ou vous savez qu'elle ne respire pas ou quoi ou qu'est-ce, vous prenez votre téléphone, vous appelez le 112 et vous mettez en haut-parleur, donc vous mettez le téléphone à côté de vous et vous faites vos manipulations. Donc si respiration ok, vous mettez en PLS et en même temps vous expliquez à la personne au téléphone. Vous expliquez le lieu où vous êtes. Non, en premier lieu, vous expliquez qui vous êtes, les informations, donc qui vous êtes, quel est votre niveau de formation aussi, le lieu où vous êtes, la personne que vous avez pris en charge et les données comment dire, médicales entre guillemets. Elle respire pas, elle respire mal, il y a un encombrement, on sent que voilà. Ou alors par exemple c'est votre pote, vous savez qu'elle a bu, vous savez que tchic-tchac, d'accord, vous savez beaucoup d'informations, vous dites tout. Et concernant le lieu, il faut être assez précis aussi, vous donnez le numéro de la rue, ou alors un endroit qui est je sais pas moi, genre la pharmacie par exemple de cette rue là, un truc comme ça, d'accord, la place, la pharmacie, la boulangerie, le tchic-tchac, d'accord. Donc il faut être assez précis dans cet appel et ne jamais raccrocher l'appel aussi. D'accord, ne jamais raccrocher l'appel, c'est la personne en face qui raccroche et qui vous dit quoi faire. Ok, voilà. Pour la réanimation cardio-pulmonaire, comme j'ai dit, 30 compressions, 2 insufflations. Les compressions d'une profondeur de 5 à 6 cm maximum. D'accord, à un rythme de 100 par minute. Ok, 100 par minute sur la musique, mesdames et messieurs, la musique Staying Alive. D'accord, donc pour le petit rappel. Ok, nickel. Parfait. Donc voilà, et pour les plus petits par contre, on prend aussi à hauteur de téton. On ne bascule pas la tête en arrière, on reste en position neutre. D'accord, pour faire le VES. Parce que les voies respiratoires, elles sont dégagées naturellement en position neutre pour les tout petits bouts. D'accord, les tout petits. Et vous commencez par 5 insufflations. Et ensuite vous faites 15 compressions, 2 insufflations. D'accord, donc voilà. Voilà, vous essayez aussi d'être sur un espace dur. D'accord, donc voilà, ici c'était un petit récapitulatif de ce qu'on avait fait dans SDK partie 1. N'hésitez pas à aller voir la rediff ou la vidéo YouTube qui va sortir, je ne sais pas encore quand exactement, mais elle sortira, ne vous inquiétez pas. Pour la SDK partie 2, mesdames et messieurs, on va parler notamment des petites blessures, style hémorragie, donc tout ce qui tourne autour des coupures, des trucs comme ça, d'accord. Donc là où il peut y avoir un peu de sang, notamment, et aussi comment on appelle ça, l'étouffement, d'accord, l'étouffement, mais aussi noyade, d'accord. Donc qu'est-ce qui est préconisé de faire lorsque, par exemple, il y a aspiration d'eau, donc ça c'est plutôt noyade, etc. On pourrait croire qu'il faut faire tousser entre guillemets la personne ou quoi, machin ou quoi. Mais je vais vous expliquer un petit peu, mais effectivement, il y a tout un déboulement entre guillemets, d'accord. Il y a plusieurs étapes évidemment. Donc ici, on va commencer par l'étouffement. Si une personne est avec vous et que elle a ingéré quelque chose et qu'elle n'arrive plus à parler, qu'elle n'arrive plus à tousser, qu'elle n'arrive à rien faire du tout, alors à ce moment-là, il y a une technique. D'ailleurs on n'utilise plus ce terme là pour utiliser cette technique là, la technique de Heimlich. On n'utilise plus ce terme là, mais voilà. Donc c'est une technique en fait où vous allez faire des compressions entre guillemets. C'est pas des compressions, c'est... Je sais pas si on va me voir là. On va me voir ou pas? Ouais, on va me voir. En gros c'est au niveau ici, au niveau de l'appendice xiphoïde qu'on appelle, juste en dessous, vous avez comme un creux et à ce niveau là en fait, vous allez venir avec vos deux mains, vous allez joindre vos deux mains comme ça et vous allez venir pousser comme ça ici. Donc en prenant la personne par derrière, d'accord. Donc vous prenez la personne par derrière, vous l'enlacez comme ça, vous prenez vos deux mains ici, vous montez jusqu'ici et puis après vous commencez à faire ces 5 compressions ici au niveau de l'appendice xiphoïde et en même temps vous faites 5 tapes dans le dos, d'accord.
Donc, on récapitule. Si une personne commence à s'étouffer et qu'elle ne sait pas parler, elle ne sait pas tousser, elle ne sait pas respirer, vous faites 5 tapes dans le dos, premièrement. Donc c'est des tapes dans le dos, je vais vous faire avec Philippe Lucas, vous allez voir. Je vais totalement vous le faire avec Philippe Lucas, c'est totalement comme ça en fait. Donc vous prenez la personne, donc la personne est grande, elle est devant vous comme ça. Vous prenez les tapes, enfin vous prenez son dos machin, et vous faites des tapes vers le dessus comme ça. D'accord. Donc c'est 5 tapes comme ça vers le dessus. Et ensuite, si l'objet encombrant ne sort pas, alors là vous prenez la personne par derrière entre guillemets, donc vous l'enlacez comme ça et vous prenez ici au niveau de l'appendice xiphoïde, là où c'est plus mou entre guillemets, parce que juste au-dessus vous avez le sternum, et vous allez en fait pousser le diaphragme pour qu'il remonte, d'accord. Et en fait ce que ça va faire, pour vous expliquer un petit peu physiologiquement, c'est que ça va exercer une certaine pression au niveau des poumons, ce qui va faire que ça va, comment dire, en fait le fait de faire monter le diaphragme, les poumons vont être plus compressés, la pression va augmenter et ça va faire comme un bouchon de champagne. Et s'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la trachée ou au niveau des poumons, ça va faire comme un bouchon de champagne et ça va faire repartir l'objet qui n'a rien à faire là en fait, hein, tout simplement. D'accord. Donc c'est à ça que sert cette méthode en fait, c'est le fait de pouvoir... Parce que pour revenir un petit peu au niveau de la physiologie en vrai, il faut savoir que quand vous respirez en fait, c'est le diaphragme, c'est un muscle qui est ici, hein, c'est un muscle qui est en dessous des poumons, qui se contracte et se décontracte en se levant et en se baissant, d'accord. Le diaphragme il est à la base de la respiration et en gros ça va permettre une augmentation de la pression et une diminution de la pression au niveau des poumons, et c'est ça qui fait que l'air rentre et l'air ressort, d'accord. C'est parce que la pression dépasse la pression qu'il y a dans l'air et à contrario la pression redescend, donc voilà, faut toucher le diaphragme quoi. Pour l'étouffement, oui, tout à fait. Alors, au niveau d'étouffement, il y a plusieurs stades. Il y a le stade où la personne peut encore, vous entendez encore un son, d'accord. Donc, on a la personne comme ça qui fait une tête un peu chelou et tout. Si vous voyez qu'il y a encore un son qui est émis, vous allez lui demander de tousser le plus possible, d'accord. Vous allez lui demander de tousser. C'est le premier réflexe à avoir, c'est de tousser. Si à la fin ça ne va plus, vous n'entendez plus de son, vous n'arrivez même pas à tousser, alors là vous passez en Heimlich, 5 tapes dans le dos en montant vers le dessus et 5 compressions juste en dessous de l'appendice xiphoïde. Ok. Donc voilà. Alors, il y a aussi le risque que forcément, quel enfer de tousser quand tu t'étouffes. Oui, ça fait extrêmement mal à la gorge en plus. C'est terrible. C'est extrêmement terrible. Pour le coup, c'est extrêmement terrible. Qu'est-ce que je voulais dire ? Forcément, il y a le risque que ça ne marche pas. D'accord ? Forcément, il y a le risque que voilà, vous faites les tapes dans le dos, vous faites les compressions, ça ne marche pas. Donc la personne, à un moment donné, voilà, si elle ne respire pas, elle va possiblement s'évanouir. Si la personne s'évanouit ou tombe, fait un malaise, alors là, vous repassez en mode PLS, entre guillemets. Vous allez voir si la personne réagit, d'accord, donc elle tombe par terre, vous allez voir si elle réagit, d'accord, vous l'appelez, vous essayez de la stimuler, etc. Puis après, vous allez faire un VES. Si vous voyez qu'elle n'arrive pas à respirer parce que forcément, c'est bouché, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on commence la RCP, d'accord ? On commence la RCP et voilà. Donc on reprend l'étape de la réanimation cardio-pulmonaire, même si il y a un encombrement, et forcément on reprend toutes les étapes. Donc on appelle le 112 évidemment, on appelle les secours, on explique tout ce qui se passe et on commence une RCP. Ok. Donc pour l'étouffement, voilà, c'est un peu ça qui se passe. Autre exemple qu'il peut y avoir, c'est par exemple pendant une noyade, d'accord, pendant une noyade, une personne qui a de l'eau dans les poumons et qui n'arrive pas à respirer. On a tendance à croire que il faut faire ça, les tapes dans le dos, ou alors pousser pour faire régurgiter ou autre. Mais non, ce que vous allez faire en fait, c'est commencer une RCP. Quand une personne se noie, le truc à faire, c'est de faire une réanimation cardio-pulmonaire, malheureusement, ou heureusement, hein, évidemment. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc une personne ne respire pas,
elle était dans l'eau, etc. Vous vérifiez bien qu'elle ne respire pas, évidemment. Hein. Et on commence une réanimation cardio-pulmonaire directement. D'accord? Donc même quand une personne se noie, c'est directement la réanimation aussi. Alors, donc ça, voilà. Pour l'étouffement, c'est un peu ces parties-là. Là-dessus, on est good. Y a autre chose. Donc, il y a totalement autre chose que je voulais vous parler, évidemment. Évidemment. Mesdames et messieurs, au niveau des coupures, des blessures, etc., je voulais vous en parler au niveau de l'hémorragie. Donc, mesdames et messieurs, on a le système circulatoire, d'accord, le système sanguin. On a les veines, les artères, les capillaires, les coronaires. Enfin voilà, il y a beaucoup de vaisseaux. Hein. Petite, vous avez une blessure, mesdames et messieurs. Vous vous êtes coupé ou quoi? À chaque fois en vrai, on dit le garrot, etc. Et ben en fait, on ne fait plus de garrot. On ne fait plus de garrot. Ça c'est plus d'actualité. On ne fait plus trop ça. Ce qu'on va faire maintenant, en fait, ce qui est préconisé, déjà de base, c'est lorsque vous êtes blessé, par exemple ici ou quoi, vous saignez, ça pisse le sang, ça ne veut pas s'arrêter. Vous allez mettre une compresse stérile. Ce qu'on va faire, en fait, c'est vraiment essayer de faire une compression avec un linge propre, d'accord, ou un linge stérile si vous avez une trousse de soins avec vous, avec des compresses qui sont totalement stériles, encore emballées. Vérifiez la date, évidemment. Vérifiez l'emballage si c'est pas ouvert ou quoi. Vous placez, vous allez exercer une compression au niveau de là où il y a la blessure. Vous regardez après 1 minute si ça saigne encore, d'accord. Si ça saigne encore, alors ce qu'on va faire, ça dépend aussi du type d'hémorragie, etc. Mais ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller chercher les grosses artères, d'accord. Donc les grosses artères, c'est plutôt les artères humérales, d'accord. Donc on a les artères type humérale. Ça c'est si vous êtes fort en anatomie, hein, pour le coup. Ça je vous le dis. Hein. Ça c'est si vous êtes fort en anatomie. Sinon vous essayez de compresser avec le linge propre, comme j'ai dit. Si vous voyez que le linge n'est pas full sang, vous continuez la compression. Si vous voyez que ça marche pas du tout et que ça pisse de ouf, évitez. C'est que le risque d'une compresse périmée, ça se périme d'ailleurs. Oui, ça se périme une compresse. Oui, une compresse stérile, ça se périme. C'est totalement périssable. Il y a une date de péremption sur les compresses stériles. Ouais. Et le risque d'une compresse périmée, en fait, c'est juste qu'elle soit plus stérile. C'est juste que la compresse, au bout d'un moment, en fait, il y a des bactéries qui vont commencer à se proliférer, tu vois. Si tu prends une compresse stérile qui est stérile depuis 1990, à mon avis, la compresse, elle sera pas blanche, tu vois. Elle sera peut-être grisonnante, voire jaune, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais oui, il y a une date de péremption totalement. Donc oui, pour ceux qui sont forts en anatomie, mesdames et messieurs, lorsque vous avez une hémorragie, vous allez chercher les gros vaisseaux. Donc l'artère humérale, l'artère fémorale au niveau des jambes et l'artère carotidienne. Voilà, pour les gros vaisseaux en tout cas, parce que vous avez par exemple les bras, forcément au niveau des coupures vous avez tous les bras, donc qu'est-ce qui vient alimenter au niveau des bras, c'est l'artère humérale, qu'est-ce qui vient alimenter au niveau de la jambe, c'est l'artère fémorale, et au niveau de la tête, etc., c'est l'artère carotidienne, d'accord. Donc ça c'est si vous êtes fort en anatomie. Je saurais même pas vous dire exactement où c'est, hein, clairement, je saurais pas vous le dire. Je saurais le faire vite fait peut-être moi, mais et encore, enfin faut tester en fait, tu vois. C'est vraiment, voilà, faut être derche en anatomie. Et sinon, si ça marche pas, donc si la compression avec une compresse stérile ça ne marche pas, alors là ce que vous allez faire, on le fait quand même, d'accord. On le fait quand même si c'est pas préconisé, d'accord. C'est pas ce qu'on ne fait plus, mais si vous arrivez à rien faire en fait, vous allez faire un garrot, d'accord. Vous faites le garrot. Donc le garrot, ça se fait au plus proche, d'accord. Ça se fait au plus proche de la blessure. Lorsque vous faites un garrot, vous compressez de ouf, genre vraiment. Faut vraiment tirer. D'accord. Donc que ce soit avec une ceinture, que ce soit avec un vrai garrot que vous ayez dans votre trousse de soins, que ce soit avec une écharpe, que ce soit avec tout. Attention, que je dis qu'il faut être au plus proche. Si vous avez une écharpe c'est pas propre et c'est pas stérile. Donc vous n'allez pas poser l'écharpe sur la plaie ou sur la coupure ou quoi,
d'accord, parce que là il y a risque d'infection, d'accord. Lorsque vous posez un garrot, mesdames et messieurs, vous mettez la date, vous mettez l'heure. Ok. Lorsque un garrot est posé, vous mettez la date, vous mettez l'heure. Et évidemment, tout ça, vous appelez les secours, hein, encore une fois. Hein. S'il y a quelque chose qui se passe comme ça, avant de faire quoi que ce soit, entre guillemets, la première chose à faire, sécurité, comme d'habitude. La personne est consciente, ben voilà, la personne est consciente tranquillement. Vous commencez à appeler les secours, vous mettez en haut-parleur, vous commencez les soins, vous avez une compresse stérile, vous faites compression stérile, vous n'avez pas de compresse stérile, vous prenez un linge propre, vous n'avez pas de linge propre, on essaye de compresser les grosses artères, humérales, fémorales, carotides, d'accord, dans la mesure du possible, et si ça marche pas, si vous n'arrivez pas à trouver, vous faites un garrot, date, heure de la pose du garrot, ok. Et ça, faut bien le notifier évidemment quand vous sonner à la personne. J'ai posé un garrot, j'ai essayé compression avec stérile, j'ai essayé compression avec linge propre, j'ai essayé une compression avec une écharpe, on sait jamais, hein, ça part en couille. Voilà, on sait jamais, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Dans toutes ces situations, étouffement, hémorragie, on garde toujours le réflexe d'appeler le secours. Non, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que je le répète pas, mais ça en fait, la base des étapes sécurité. La base des étapes sécurité. Voir si la personne est consciente, voir si la personne respire, etc. Ça reste d'office. Hein. Et appeler les secours, évidemment, ça reste aussi une priorité en fait. On peut appeler ça en fait, nous en infi en fait, on appelle ça, on a comme des invariants. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne changent jamais. D'accord ? Dans les situations de crise, dans les situations compliquées, c'est des choses qui ne changent jamais. D'accord ? Quelle que soit la situation. C'est des choses qui vont rester à chaque fois. Ok ? Par exemple, en tant qu'infirmier, on a des invariants du style hygiène. En fait, c'est des choses que tu ne dis même plus parce que c'est automatique, tu vois. Genre, par exemple, si moi je suis en stage et qu'on me dit ouais, voilà, t'as ta journée, t'as X patients et tout, dis-moi ce que tu vas faire. Bah, tu vas pas dire ouais, je vais faire attention à l'hygiène et tout, machin, non. Parce que à partir d'un certain temps, en troisième, voilà, là je vais rentrer en quatrième année, tu vois, on le sait, on l'a dit en première, en deuxième, maintenant, voilà, c'est des invariants, c'est connu, c'est obligatoire, tu vas pas forcément le dire, parce que, tu vois, voilà, c'est d'office, entre guillemets, c'est d'office. Mais comment tu les atteins de toute façon ? Alors les artères, elles sont très profondes, il faut aller loin, clairement, et comme j'ai dit, il faut être très très fort en anatomie, en fait. Pour aller atteindre les artères et faire une compression artérielle, il faut être très très fort, genre vraiment. Parce que même par exemple en hôpital, on fait ce qu'on appelle un pH, d'accord ? Donc c'est comme une prise de sang, mais c'est pas une prise de sang. C'est une prise de sang qui est faite au niveau d'une artère, et c'est les médecins qui font ça, et des fois ils n'y arrivent pas. Donc voilà, c'est très complexe d'aller choper une artère. Voilà. Oui, c'est ce qu'il a dit, toujours appeler les secours, exactement, 112 en Europe, tout à fait. Dans toute l'Union Européenne, on appelle le 112. Ok. On fait avec ce qu'on a sur le moment surtout, même si c'est pas stérile, non. Ben, tu vas pas prendre un truc plein de merde non plus, quoi. Mais oui, effectivement, si t'as une écharpe, ouais, t'essayes de prendre l'écharpe, mais t'essayes de prendre ce qui est le plus proche, quoi. Le plus propre, pardon, le plus proche, rien à voir. Le plus propre. Donc si t'as par exemple des mouchoirs dans un paquet qui est fermé, voilà, c'est peut-être un peu mieux qu'une écharpe, tu vois. Il faut essayer de penser comme ça un petit peu. Mais oui, c'est vrai que sur le moment tu fais un peu comme tu peux, quoi. Ou vaut mieux éviter au cas où ça provoque des complications. J'avais pas vu le message. Bah c'est ça le souci en fait, c'est le pour et le contre. À la limite, le mieux c'est de sonner directement, d'accord, de demander directement, mais même la personne au téléphone, en fait, elle vous dira, ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, je pourrais vous dire go, et une autre personne pourrait vous dire non, et une autre personne pourrait vous dire oui, tu vois. Ça dépend un petit peu, en fait, ça dépend de la situation et de la crise, entre guillemets, tu vois. C'est vrai que c'est un peu complexe comme... C'est des situations complexes, hein, clairement. T'es dans le rush et tout, tu fais avec ce que t'as, hein, totalement. Imagine, tu mets un truc sale et après ils doivent couper la jambe parce que full bactéries. Alors, on n'est pas dans cet extrême-là non plus. Pour arriver à une amputation, faut que ce soit vraiment énervé, d'accord. Les amputations, c'est pas comme dans les films où
directement, c'est instant amputation et tout. Voilà, c'est assez rare quand même. Mais oui, non, comme dit, faut pas mettre un truc qui a traîné dans la boue, quoi, d'accord. Donc forcément, tu vas aller chercher le linge le plus propre possible, le plus stérile possible. Si t'as une trousse de soins, c'est le mieux, clairement. Donc voilà. Voilà, faut faire un peu au cas par cas, clairement. Et il faut voir aussi à la taille, hein. Parce qu'en fait, si t'as une coupure qui pisse de fou, et c'est tout ça, par exemple, tu vois, la coupure elle fait genre un doigt, et c'est profond, bah une compresse là-dessus ça va pas faire grand chose, hein. En vrai de vrai, une compresse là-dessus ça va pas faire grand chose. Donc tu vas vite partir sur une compression humérale par exemple si c'est le bras, ou une compression fémorale, ou alors tu passes directement sur le garrot avec évidemment la date, l'heure de la pose du garrot, et bien prévenir les secours comme d'habitude. Ok. T'es en train de dire que Grey's Anatomy c'est pas la vraie vie? Ah, Grey's Anatomy c'est trop bien, hein. Voilà, hein. Bon sinon du coup voilà, on a parlé des hémorroïdes. Non, Grey's Anatomy en vrai c'est trop bien. En vrai c'est trop bien, mais Grey's Anatomy non, en vrai Grey's Anatomy c'est proche de, franchement c'est pas mal. Pour le coup j'en ai parlé avec des profs et tout, et même eux ils sont chauds de dire que c'est vraiment pas mal pour le coup. Ah oui, et juste pourquoi pas un garrot? Parce qu'en fait le garrot, qu'est-ce que ça fait? C'est que en fait vous avez l'artère humérale, d'accord, mais avant l'artère humérale vous avez des petites ramifications qui partent à droite à gauche, d'accord. Donc même si vous coupez l'artère humérale ici, je sais pas si vous voyez, zoom, ah, voilà, on va zoomer, voilà. Donc même si vous coupez l'artère humérale ici, par exemple ici il y a une ramification qui va potentiellement venir amener de l'oxygène, etc. via le sang, hein, qui va venir amener du sang aux autres muscles. Alors que si vous faites un garrot, en fait c'est pour ça qu'on fait plus de garrot, c'est qu'un garrot ça coupe tout, d'accord. Donc vous coupez tout. Donc si vous avez une blessure qui est ici, si vous faites ça, bah, tout est mort entre guillemets, d'accord. Donc c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu complexe. Et voilà. Le corps est bien foutu quand même, ouais, clairement. C'est pour ça que quand t'as par exemple un vaisseau qui est un peu encombré ou quoi, ne serait-ce que par des plaques d'athérome ou quoi qui sont des dépôts de graisse, etc. Bah t'as d'autres vaisseaux en fait qui viennent et qui sont disponibles pour faire passer le sang, tu vois. C'est très bien foutu. C'est très bien foutu. Clairement. J'avais une petite image ici. Ouais, voilà, on voit le sang qui part en couille là. C'est dégueulasse. Bref. Donc voilà. Alors, je voulais dire autre chose aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté un peu enfant, parce que on a parlé du côté enfant, que ce soit pour la RCP, on en a parlé. Donc ici, je voulais quand même parler par rapport à la méthode d'Emlich. Je suis vite passé à l'hémorragie, j'ai complètement zappé de vous en parler, de la méthode Emlich, qu'on appelle plus la méthode Emlich, hein. Je sais même pas comment on l'appelle d'ailleurs. C'est juste les compressions et les tapes dans le dos, je sais pas comment on appelle ça. Mais pour les bébés, alors c'est très précis. Donc en gros, le nourrisson. Hop, vous avez Lucas ici, d'accord. Lucas, 3 mois, posément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Lucas? Vous allez le mettre comme ça, d'accord. Donc il est tout petit. Vous mettez dans votre main, clairement, hein, dans votre main. Et vous allez faire des petites tapes sur le dos, d'accord. Donc ça reste des petites tapes. Donc étouffement. Il n'arrive pas à crier, il n'arrive pas à pleurer, il n'arrive pas à respirer. Vous le mettez sur le côté, mais il n'est pas inconscient. D'accord, il n'est pas inconscient, donc il a les yeux ouverts. Ok. Vous le mettez ventre, paume de la main, et vous faites des petites tapes dans le dos. 5 petites tapes. Ok. 5 petites tapes dans le dos. Si ça ne fonctionne pas, vous le prenez, vous le mettez comme ceci, et vous allez faire avec 2 doigts au niveau du sternum, comme pour les humains. À savoir qu'un bébé n'est pas un humain. Non, comme pour les adultes, pardon. Donc ça va être des compressions au niveau du sternum, donc l'appendice xiphoïde, d'accord. Sauf que c'est avec 2 doigts. Donc 2 petites compressions au niveau de l'appendice xiphoïde. Ok. Si ça ne fonctionne pas, on continue l'étape dans le dos, on essaye de faire recracher en fait l'objet étranger en fait, hein, qui est là et qui n'a rien à foutre là en fait. Et s'il y a perte de connaissance, la perte de connaissance en fait donne le point d'alarme pour commencer la RCP. Donc RCP nourrisson, je répète, 5 insufflations,
même si vous savez qu'il y a un truc en fait. Parce que le fait de faire 5 insufflations, ça va augmenter la pression. Et même si vous faites 5 insufflations, en fait ça va faire ressortir le truc. D'accord, donc vous faites quand même 5 insufflations. Ça ne repart pas, entre guillemets, la respiration ne repart pas. Alors vous commencez RCP, 15 compressions, à un rythme de 120-150. Donc plus rapide, ce sera plutôt du... D'accord, donc c'est assez rapide. Donc 15 compressions, pardon, 2 insufflations. Voilà. Avec, comme d'habitude, l'appel aux urgences, ça on n'oublie pas, c'est les invariants qui ne changent pas. Ok. Voilà. Je voulais vous dire aussi, alors, oui, des accidents notamment, je voulais parler des accidents de moto. Vous expliquer un petit peu, mais ça je pense que tout le monde le sait, au niveau des accidents de moto. Mais ça je voulais expliquer pourquoi en fait. Au niveau des accidents de moto, on a toujours dit qu'il ne faut jamais enlever le casque lorsqu'il y a un accident de moto. D'accord, on n'enlève pas le casque quand il y a un accident de moto. Pourquoi on n'enlève pas le casque quand il y a un accident de moto? C'est là où je voulais en venir évidemment. C'est parce qu'en fait vous avez au niveau de la tête, évidemment, vous avez les vertèbres. D'accord, donc vous avez toutes les vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça va des vertèbres sacrées, donc au niveau du coccyx, au niveau du sacrum, ça sacré. Donc sacré, lombaire, thoracique, cervical. Ok. Et les lombaires, les vertèbres cervicales en fait, elles sont soutenues par le casque notamment. D'accord. Donc le risque en fait quand vous sortez le casque, c'est d'avoir tout simplement comment on appelle ça, un relâchement vertébral, je sais pas comment on peut dire, mais en fait un déplacement vertébral, ouais voilà c'est ça, un déplacement des vertèbres en fait qui va pouvoir s'effectuer, qui va potentiellement s'effectuer, donc c'est ça qui est dangereux, et du coup risque de paralysie, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'enlève pas le casque, notamment quand il y a des accidents de moto, des accidentés de la route, etc. On garde le casque au maximum, et c'est les personnes secouristes, pompiers notamment, ou autres, qui vont venir en fait, qui vont placer une minerve autour du cou directement, et qui vont permettre le maintien de la colonne vertébrale pendant que le casque peut être enlevé. Ok. Oui, à contrario, il y a aussi le fait, potentiellement il y a une hémorragie en fait. Potentiellement, il y a une grosse fissure au niveau du crâne, et le casque maintient aussi la boîte crânienne. D'accord. Le casque maintient la colonne vertébrale, mais aussi la boîte crânienne, et c'est pour ça en fait que le casque est à garder, tout simplement. D'accord. Donc voilà, par rapport aux accidentés de la route, notamment moto, je voulais revenir sur ce point-là, comme ça au moins vous êtes au courant. Voilà. Oui, pour revenir sur la partie noyade, étouffement, tant que la personne est consciente, vous allez continuer la méthode Heimlich, donc les tapes sur le dos et les compressions au niveau de l'appendix diffoïde, d'accord. C'est une fois que la personne tombe inconsciente qu'on commence alors une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit, mesdames et messieurs. S'il n'y a pas de questions, on est plus ou moins bon pour la SDK partie 2. Hein. C'était un peu plus rapide que la partie 1. La partie 1 était giga longue en vrai. On était presque à 2 heures de live. Mais non, moi je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a instruit un petit peu, n'est-ce pas, que c'était un peu cool. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la SDK partie 2 directement au Festival des Ardentes, bordel. C'était... c'est fini. C'est ciao.